je tiens à remercier énormément votre agence Relmad de m'avoir donné cette opportunité de faire ma présentation intitulée Insuffisance mitrale. On commence. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques pour cette présentation? Euh, Normalement, la professeure présente. excusez-moi, professeur, mais il y Oui, a un peu d'écho, je pense. non. Euh, La qualité du son, elle est parfaite chez moi. oui, justement. Ok, vous pouvez continuer, professeur. Donc, euh, donc, à la fin de cette présentation, vous devez être capable de connaître la définition d'une insuffisance mitrale, connaître ses différents mécanismes physiopathologiques, savoir reconnaître un souffle d'insuffisance mitrale et les signes cliniques de sévérité. Savoir interpréter les différents examens paracliniques de base et connaître les signes de sévérité d'une insuffisance mitrale. Donc, savoir éliminer les pathologies, différencier entre une insuffisance mitrale chronique de l'insuffisance mitrale aiguë. Et enfin, on terminera sur la planification de la prise en charge thérapeutique d'un patient atteint de cette fuite mitrale. Donc, le plan de cette présentation, donc, on commence par une définition, intérêt de la question, puis je vais vous faire un petit rappel anatomique sur la valve mitrale, puis on va voir les différentes lésions anatomiques observées lors d'une insuffisance mitrale, les conséquences physiopathologiques de cette valvulopathie, puis on va entamer les étiologies de cette valvulopathie, sa présentation clinique, les différents examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic, quelles sont les différentes formes cliniques, les complications qui peuvent émailler l'évolution de cette valvulopathie en absence d'un traitement précoce. Puis on va entamer les diagnostics différentiels, c'est-à-dire comment faire éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation sonore qu'une insuffisance mitrale et on terminera avec le chapitre thérapeutique. L'insuffisance mitrale se définit par le passage ou le reflux du sang du ventricule gauche vers l'oreille gauche lors de la systole par un défaut d'étanchéité de la valve mitrale. Donc, la valve mitrale ne devient plus étanche. Donc, il y aura par conséquent le passage du sang du VG vers l'oreille gauche en systole. D'accord? Puis, ce volume réduité du VG vers l'oreille gauche a des répercussions à la fois sur la circulation pulmonaire et sur le cœur droit. Donc, sur la circulation pulmonaire, on aura l'hypertension artérielle pulmonaire et au niveau du cœur droit, on a l'insuffisance ventriculaire droite pour les formes évoluées. Donc, pour l'intérêt de la question, c'est la deuxième valvulopathie après le rétissement aortique. Donc, la prédominance, elle est féminine comme le rétissement mitral, avec un sexe ratio à 2 femmes pour un homme. L'origine rhumatismale est la cause la plus fréquente dans la majorité des pays africains et l'origine dégénérative prédomine, ainsi que les causes ischémiques dans les pays développés. Les conséquences de la fuite dépendent essentiellement de deux paramètres, le volume de la fuite, est-ce qu'il est minime, est-ce qu'il est modéré ou sévère, ainsi que de son caractère aigu ou chronique. On va voir après qu'il y a une grande différence entre le tableau d'une insuffisance mitrale aiguë et d'une insuffisance mitrale chronique. Actuellement, avec le développement de la chirurgie cardiaque et surtout la chirurgie réparatrice ou conservatrice, donc cette dernière s'est progressivement imposée par rapport au remplacement valvulaire mitraux. Donc, je vais vous faire un petit rappel anatomique. Donc, la valve mitrale, c'est une unité à la fois anatomique et fonctionnelle. Elle est constituée de quatre éléments. Le premier élément, c'est l'anneau mitral. D'accord? C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la valve mitrale. Elle est composée de deux feuillets, la grande valve mitrale et la petite valve mitrale. Donc, la grande et la petite valve mitrale vont déterminer, délimiter plutôt deux zones. C'est les zones commissurales. Donc, on a deux commissures. Donc, la valve mitrale, elle est retenue dans le ventricule gauche par l'intermédiaire de l'appareil sous-valvulaire, également composé de deux éléments. Le premier élément, ce sont les piliers, et le dernier élément, plutôt les cordages, et les derniers éléments, ce sont les deux piliers. Donc, ça, c'est
La composition de la valve mitrale elle est constituée de quatre éléments. Le premier élément, c'est l'anneau mitral. Deuxième élément, c'est le tissu valvulaire composé de deux feuillets, la grande et la petite valve mitrale. Donc, retenu dans le VG par le biais de l'appareil valvulaire composé de deux éléments. Premier élément, c'est les cordages et le dernier, c'est les deux piliers. Donc, on va voir quelles sont les lésions anatomiques observées lors d'une insuffisance mitrale. Donc, l'insuffisance mitrale est la conséquence de l'atteinte d'un ou plusieurs éléments de l'appareil valvulaire mitral. Donc, l'anneau mitral, il y aura soit une dilatation, surtout au niveau de la partie postérieure. Pourquoi? Puisque la partie postérieure de l'anneau mitral, c'est la partie musculaire. Donc, elle se dilate dans les dilatations ventriculaires gauche. Par contre, la partie antérieure ne se dilate pas puisqu'elle est fibreuse. La présence de calcification, surtout dans les formes dégénératives ou des lésions comme les abcès annulaires lors des endocardites infectieuses mitrales. L'effet valvulaire, donc on peut observer soit une rétraction de la petite valve mitrale comme dans les atteintes rhumatismales, prolapsus de la grande valve mitrale par exemple, lors d'une rupture d'un pilier, lors d'un infarctus myocardique, ou rupture d'un cordage lors d'une endocardite infectieuse, ou la présence des calcifications au niveau du tissu valvulaire. On peut également observer d'autres lésions comme les végétations, ce sont des amas constitué de plusieurs éléments, des germes, des leucocytes et de la fibrine. Donc, le risque de ces végétations, c'est les accidents emboliques. Mutilation, c'est la destruction d'une partie ou l'intégralité du tissu valvulaire lié à la présence d'un agent infectieux mutu- euh, euh, au niveau du tissu valvulaire. Donc, il y aura par exemple une perforation ou la destruction partielle ou l'intégralité des tissus valvulaires. On peut également observer des déchirures, surtout dans les dilatations mitrales percutanées, ballonisation comme dans la maladie de Barlow ou la dégénérescence myxoïde. Troisième élément qui peut être touché lors de l'insuffisance mitrale, ce sont les cordages. On peut observer soit une élongation, c'est-à-dire une augmentation de la longueur des cordages, rupture, c'est-à-dire cassure d'un ou de plusieurs cordages. Les mécanismes sont multiples, soit traumatiques, soit infectieuses ou la présence de végétation, c'est généralement secondaire à une infection comme l'endocardite infectieuse. Dernier élément, ce sont les muscles papillaires. Il y aura soit dysfonctionnement de ce pilier, généralement dans les lésions dans les causes ischémiques. Si on a une artère nourricière d'un pilier qui elle est sténosée, donc le pilier il est mal irrigué, donc il y a un défaut d'irrigation. Donc la principale conséquence, c'est le dysfonctionnement de ce pilier et la conséquence, c'est l'insuffisance mitrale. La rupture, généralement dans l'infarctus myocardique, donc on a surtout dans les zones où s'implantent ces piliers, donc, la rupture elle peut être partielle au total. On a vu en opératoire des malades opérés en urgence pour IM ou une incidence mitrale ischémique, la présence du pilier qui balance dans l'oreillette gauche. Donc, où on a une anomalie cinétique du ventricule gauche, généralement également dans les atteintes ischémiques. Donc, vous voyez dans ces images, sur l'image de gauche, c'est des malades atteints de maladie de Barlow. C'est Et sur l'image de droite, donc image préopératoire d'un patient opéré pour une endocardite infectieuse responsable d'une IM par perforation. Vous voyez ici la perforation au niveau de, de la grande valve mitrale. Donc, c'est l'image préopératoire. Et sur cette image, vous voyez l'aspect final après le comblement de cette perte de substance d'origine par l'infection, par un patch péricardique autologue. Donc, ça, c'est l'aspect final. Donc également dans cette image, on a le prolapsus de la grande valve mitrale. Donc vous voyez ici les cordages qui sont rompus. Également dans cette image, on voit que les cordages de la petite valve mitrale sont rompus. Donc ces deux images, ce sont des images préopératoires lors de l'exploration ou de l'expertise chirurgicale. Donc dans cette image, on a une insuffisance mitrale d'origine rhumatismale, on voit la grande et la petite valve mitrale qui sont épaissies. Donc, on voit ici les calcifications. La petite au niveau de l'anneau.
postérieure. Vous voyez cette classification également au niveau du corps ou plutôt au niveau du bord libre de la petite valve mitrale avec symphyse des deux commissions. Donc, dans cette image, c'est une image post-opératoire, d'accord? Donc, après résection de la grande et la petite valve mitrale, on voit ici la grande et la petite valve mitrale qui sont épicées. Les deux fûts sont épicés avec des cordages qui sont épais. Donc, on voit également dans cette image péropératoire, dans l'expertise chirurgicale, on voit un patient opéré pour une insuffisance mitrale par prolapsus de la grande valve mitrale. On voit que les cordages responsables de la rétention de la grande valve mitrale au niveau du ventricule gauche sont rompus par l'agent infectieux. Et également, on voit ici des lésions d'endocardite infectieuse avec des petites végétations au niveau du bord libre de cette valve mitrale. Donc, sur le plan physiopathologique, les conséquences physiopathologiques dépendent, comme on a déjà parlé, de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le volume régurgité. Donc, si on a un volume régurgité variant entre 10 et 20 millilitres, donc on parle d'une insuffisance mitrale minime. Et si on a un volume régurgité variant entre 80 et 100 millilitres, donc on parle d'une insuffisance mitrale importante. Donc, son caractère aigu chronique de la régurgitation, on va voir que le tableau clinique d'une insuffisance mitrale aiguë est complètement différent de celui d'une insuffisance mitrale chronique, que ce soit sur le plan radiologique, échocardiographique et clinique. Donc, dans l'IM chronique, quelles sont les conséquences en amont? Donc, on parle en amont, c'est-à-dire c'est l'oreille gauche, la circulation pulmonaire et le cœur droit. Donc, il y aurait une surcharge volumique de l'oreille gauche, donc, puisqu'on a un passage du sang en systole du VG vers l'OG, donc c'est une surcharge de volume, responsable d'une augmentation de la pression avec dilatation de cette dernière, à l'origine de l'apparition des troubles de rythme à l'étage atrial dans le trouble de rythme le plus fréquemment observé, ce sont les ACFA. L'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Donc, cette dernière, elle est responsable de la formation d'un thrombus auriculaire avec ses complications thromboemboliques. Dans 70% des cas, il y aura des migrations au niveau du cerveau responsables d'AVC. Puis la dilatation de l'ogive ne suffit pas, plus entraînant une augmentation des pressions capillaires pulmonaires responsable d'OAP. Donc l'OAP survient lors du passage du liquide du compartiment vasculaire, d'abord vers l'interstitium, puis vers les alvéoles. Lorsque la pression côtique, la pression hydrostatique au niveau du capillaire pulmonaire dépasse la pression côtique, qui est égale à 30 mm de mercure. Donc, il y aura le passage de ce liquide, responsable d'OAP, d'abord interstitiel, puis alvéolaire. Puis l'apparition de l'HTAP, responsable à long terme de l'insuffisance ventriculaire droite, puisque le VD va lutter contre une post-charge élevée et il va devenir défaillant au fil du temps. Donc en aval, on a une surcharge volumique du ventricule gauche. Cette surcharge, elle est responsable d'une dilatation des cavités cardiaques gauche. Donc le VG se dilate. Pourquoi? C'est parmi les mécanismes de compensation. Pourquoi? Pour contenir cette surcharge de volume. Donc cette dilatation permet une amélioration de sa fraction d'éjection ou de sa fonction systolique et permet de maintenir au début un débit cardiaque correct. Donc, après plusieurs années d'évolution, en absence de traitement, donc il y aura le passage vers la décompensation cardiaque et l'installation d'une insuffisance ventriculaire gauche. On va voir en revanche le tableau de l'insuffisance mitrale aiguë complètement différent de celui de l'insuffisance mitrale chronique. Donc, quelles sont ses conséquences en amont? Dans ce cas, les cavités cardiaques n'ont pas le temps de s'adapter à cette surcharge de volumique brutale, augmente très rapidement dans le G la circulation pulmonaire, d'où la fréquence des OAP avec HTAP, insuffisance ventriculaire. Donc, dans l'IM aigu, généralement, les causes sont soit traumatiques, soit d'origine infectieuse, d'origine ischémique. Ces malades sont opérés, sont pris en charge en urgence. Pourquoi? Puisque c'est des malades qui sont admis dans les tableaux d'OAP. Pourquoi?
ces malades développent un OAP puisqu'on a une surcharge brutale. Donc, les cavités cardiaques n'ont pas le temps de s'adapter à cette surcharge volumique progressive, raison pour laquelle il faut les prendre en charge le plus tôt possible, sinon le taux de mortalité sera important chez les malades donc pris en charge à temps. Diastolique de VG avec un débit cardiaque maintenu vu la présence de l'hyperkinésie du ventricule gauche. Donc, maintenant, on va voir les étiologies. Donc, généralement, il faut faire un traitement concomitant, surtout dans les causes ischémiques ou dans les causes infectieuses. Donc, l'IM rhumatismal, qui se voit chez les malades atteints de maladies rhumatismales ou de RA, qui est la première cause routière au monde, elle est devenue rare dans les pays occidentaux, même en Algérie, puisqu'on a un programme national de lutte. Donc, sur le plan anatomopathologique, on voit d'une rétraction, c'est-à-dire une diminution de la surface des feuilles valvulaires, la présence de calcification comme je vous ai montré dans les premières diapositives. Les calcifications, on peut les voir soit au niveau des commissures, soit au niveau des feuilles valvulaires, au niveau annulaire. Donc, sont souvent associées à des sténoses réalisant la maladie mitrale. Il faut savoir que la maladie mitrale associe les deux valvulopathies mitrales, sténosante et fouillante. On va voir la deuxième étiologie, ce sont les IM dégénératifs et dystrophiques qui sont fréquentes dans les pays développés. D'abord pour la dégénérescence myxoïde ou appelée maladie de Barlow. Donc elle est caractérisée sur le plan anatomopathologique par la ballonisation de la valve avec excès de tissu et présence de prolapsus valvulaire lié à l'élongation des cordages. Par contre, la dégénérescence fibroélastique, elle se voit chez les sujets âgés. Troisième étiologie, ce sont les IM endocardiitiques. Dans ce cas-là, on a un agent infectieux au niveau de la valve. Donc, on peut observer plusieurs lésions, comme la végétation avec le risque surtout embolique, les lésions mutilantes de la valve, type déchirure, perforation ou rupture de cordage. Pour l'idième ischémique, qui se voit surtout dans l'idième inférieur en phase aiguë, donc par dysfonction rupture du pilier ou secondaire à une dysfonction de VG. Un VG, il est en dysfonction, donc il va se dilater, il y aura augmentation des forces de traction exercées au niveau des deux feuilles valvulaires. IM fonctionnel, donc le secondaire à la distension de l'anneau, surtout au niveau de la partie postérieure, liée à la dilatation du ventricule gauche. L'incidence mitrale a également d'autres étiologies qui sont rares, comme les patients atteints de maladies du tissu élastique, comme la maladie de Marfan. IM congénital, ce sont des enfants qui naissent avec une malformation au niveau de la valve mitrale. Généralement, on a une fente mitrale, soit isolée ou associée à un CAV au canal artério-ventriculaire. Maladie de système comme le lupus érythematosus et un post-radiothérapie qui se voit chez les malades ayant suivi des séances de radiothérapie, soit pour cancer mammaire, cancer bronchique ou des lymphomes médiastinaux. Et un post-dilatation post-procédurale secondaire à une dilatation percutanée ou post-traumatique. Les cardiomyopathie obstructive et les tumeurs cardiaques peuvent être cause d'insuffisance mitrale. Donc, quelles sont les circonstances de découverte de cette valvulopathie mitrale? Donc, soit lors d'un examen systématique ou lors de la surveillance d'un patient connu atteint de rhumatisme articulaire aigu, ou devant la présence de symptomatologies fonctionnelles évocatrices comme l'asthénie, dyspnée d'effort, les palpitations, ou au décours d'une complication comme un OAP, un accident, un ACFA ou accident thromboembolique. Donc, l'examen physique, on a plusieurs éléments physiques, ou signes physiques. Donc, le choc de pointe exagéré, déplacé vers le bas et à gauche, surtout dans l'IM chronique, on a un VG dilaté. Donc, le choc de pointe, il est toujours déplacé en bas et à gauche. Sur le plan auscultatoire, on a un souffle dont il faut retenir ses caractéristiques auscultatoires.
Donc, c'est un souffle holosystolique, c'est-à-dire qu'il intéresse l'intégralité de la systole. Donc, il est doux en jet de vapeur, n'est pas comme le souffle de l'étissement aortique, qui est rude, râpeux. Donc, dans l'IEM, il est doux en jet de vapeur, il est intense au niveau de l'apex avec irradiation vers la région axillaire. Donc, on peut entendre également l'excitation cardiaque, un B3 ou un bruit de galop protodiastolique dans les IM sévères. On peut entendre également un roulement diastolique d'accompagnement lié au rétrécissement mitral ponctionnel. On peut entendre un éclat de B2, c'est-à-dire augmentation de l'intensité de bruit de fermeture de la valve pulmonaire au niveau du deuxième espace intercostal gauche secondaire à l'HTAP. Parfois, on a un souffle d'insuffisance de cuspide au foie exifouidien, augmentant à l'inspiration profonde, appelé ou la nommé signe de Carvalho. Donc, le reste de l'examen clinique recherchera les signes de DVG, qui sont les râles crépitants, au niveau des déchets pulmonaires, surtout au niveau des bases. Donc, n'oubliez pas également de faire un examen clinique complet à la recherche des signes DVD, c'est-à-dire une hépatomégalie, ou une turgescence dégiculaire au niveau de la région cervicale, des œdèmes des membres inférieurs, l'acide et les épanchements pleuraux. Également, il faut rechercher les signes de dysmorphisme, comme la maladie de Marfan. Généralement, c'est des sujets longilignes, avec d'autres signes surtout oculaires, luxation du cristallin, donc, donc des déformations thoraciques, malformations squelettiques, donc qui rentrent dans le cadre de maladie de Marfan. Donc, une fois le diagnostic est suspecté, un certain nombre des examens complémentaires sont demandés. Le premier examen, c'est la radiographie pulmonaire. Donc, cette dernière, elle permet de voir en cas de fuite mitrale chronique importante quelques signes radiologiques. Le premier signe, c'est l'hypertrophie auriculaire gauche, caractérisée par une saillie de l'arc moyen gauche. Euh, donc, secondaire à l'HTAP. Donc, on a l'aspect de dilatation de l'artère pulmonaire. Un double contour de l'arc inférieur droit. Pourquoi on a un double contour? Le premier contour est celui de l'oreille droite. Le second est celui de la dilatation de l'oreille gauche dilatée. Le signe de cavalier, qui se définit par l'ouverture de l'angle de la carène. La dilatation ventriculaire gauche avec augmentation de l'index cardio-thoracique qui dépasse 0,55 au dépend de l'arc inférieur gauche. On peut observer également des signes de surcharge vasculaire comme les lignes de Kerley-B avec redistribution de la vascularisation vers les apex et un œdème pili-hilaire. On peut observer dans des calcifications annulaires mitrales. Donc, il faut retenir également qu'une radiographie pulmonaire normale. Le plan électrique, le CG peut être normal dans les fuites mitrales modérées, mais on peut observer d'autres signes électriques comme les signes d'hypertrophie auriculaire gauche, la CFA, les signes d'HVG diastolique, d'HVD et les ondes Q dans les IM ischémiques. Donc, vous voyez ici dans cette diapositive une radiographie pulmonaire. Donc, sur cette radiographie pulmonaire de face, chez une femme, donc, et sur l'image de droite, le CG d'un patient atteint d'une insuffisance mitrale. L'écho-cœur, c'est l'examen clé de diagnostic. Elle permet le diagnostic. On peut visualiser le flux régurgitant à travers la valve mitrale en systole. L'écho-cœur, elle permet l'inventaire des lésions valvulaires et de déterminer le mécanisme de l'IM. On a la fameuse classification de Carpentier qui distingue trois types. Le type 1, on a des mouvements valvulaires qui sont normaux. C'est-à-dire, il n'y a ni un prolapsus ni une rétraction de mouvement valvulaire. Donc, lié par dilatation de l'anneau, donc, ou perforation valvulaire. Donc, le mécanisme de l'IM dans le type 1, c'est soit l'anneau il est dilaté, soit on a une perforation valvulaire, soit post-traumatique ou d'origine infectieuse. Le type 2, c'est le prolapsus valvulaire caractérisé par l'exagération des mouvements valvulaires.
Donc, la fermeture en systole, elle se fait au niveau atrial ou au niveau de l'oreillette gauche. Donc, les mécanismes ou les causes de ces prolapsus, soit on a rupture de cordage, élongation de cordage ou rupture ou élongation des piliers. D'accord? Le dernier type, c'est caractérisé par une réduction du mouvement valvulaire. Les deux causes sont soit une atteinte rhumatismale ou une atteinte ischémique. Donc, le chirurgien ou monsieur Carpentier a réalisé cette classification pour déterminer les mécanismes. Et après, pour faire une réparation valvulaire mitrale adaptée au mécanisme de la fuite mitrale. Donc, comme vous voyez en bas, donc le type 1, donc vous voyez que les mouvements valvulaires sont normaux. Donc, la fuite, elle se fait ici, centrale ou au niveau d'une perforation valvulaire mitrale. Le second type, c'est un prolapsus. Vous voyez que la grande valve mitrale ne se ferme pas au même plan de l'anneau mitral, donc elle se ferme au niveau de l'oreille gauche. Et le dernier type, c'est la restriction du mouvement valvulaire, donc dans les cas soit une ischémique ou atteinte rhumatismale. Donc, vous voyez dans cette diapositive du sang du VG vers l'oreille gauche. Donc, le passage, ce sang peut s'arrêter ici, ici, ou atteindre même le toit ou les veines pulmonaires dans les IEM massifs. L'échotrans thoracique, elle permet également de faire le diagnostic étiologique. Dans l'IM dystrophique, donc le cardiologue peut visualiser la ballonisation de la valve et la présence de prolapsus valvulaire. Dans l'IM rhumatismal, le cardiologue visualise l'épaississement en mesurant l'épaisseur de chaque feuille valvulaire et peut constater la réduction de la mobilité des fluides et observer les calcifications et rechercher une sténose mitrale associée. Dans l'IM endocarditique, donc le cardiologue peut visualiser les végétations, les méthylation valvulaires, et les ruptures de cordage. J'ai déjà montré ces ruptures dans les images préopératoires et voir, il peut même visualiser un abcès annulaire mitral. Dans l'IM ischémique, le cardiologue peut visualiser des zones akinétiques au niveau de la paroi du ventricule gauche. Il peut même montrer les autres complications mécaniques de l'IDM comme des anévrismes ventriculaires. Dans l'écho-cœur, elle permet également d'apprécier la sévérité de l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale peut être minime, modérée, moyenne, sévère. Donc, c'est sur des critères. Donc, on a des critères qualitatifs comme la surface du G, la largeur du G et le reflux systolique dans les veines pulmonaires qui se voit dans les formes massives. Et on a également des critères quantitatifs comme le volume régurgité, la fraction au lieu de régurgitation, le sort ou la surface de l'orifice régurgitant et la vena contacta lorsqu'elle dépasse 0,7 cm. Donc ça, c'est des paramètres échocardiographiques pour apprécier la civilité de l'IM. Est-ce qu'elle est grade 1, grade 2, 3 ou 4? Donc, l'écho-cœur elle permet également d'apprécier le retentissement de l'insuffisance mitrale en recherchant une dilatation de l'OG, une dilatation du VG, une dilatation des cavités droites. Elle permet également de mesurer les pressions qui règnent au niveau de la circulation pulmonaire. On a déjà parlé de ça, que cette dernière, l'HTAP, elle est responsable de tableaux d'insuffisance ventriculaire droite, puisque le VD va lutter contre une résistance vasculaire augmentée, il va devenir défaillant. L'écho-cœur elle permet également de rechercher des lésions associées, comme la présence du thrombus en intra-auriculaire gauche, qui est dans le tableau de maladie mitrale, une valvulopathie aortique associée ou une insuffisance tricuspide généralement fonctionnelle. L'icotransoœsophagien, dans l'icotransoœsophagien, donc on introduit une sonde par voie œsophagienne. Donc, elle permet une meilleure étude des mécanismes de l'IM. Donc, dans ce cas-là, on doit préciser avec exactitude le mécanisme de cette fuite. Est-ce qu'on a un anneau dilaté? Est-ce qu'on a une perforation au niveau du corps de la grande ou de la petite valve mitrale? Est-ce qu'on a un prolapsus de la petite ou de la grande valve mitrale ou les deux? Et dans quel segment?
Est-ce qu'on a un prolapsus par rupture de cordage, élongation de cordage, rupture de pilier ou élongation de pilier, ou on a une atteinte restrictive? Donc, le tuyau permet d'apprécier le retentissement sur la taille de logis. Est-ce que la taille logis est de taille normale? Est-ce qu'elle est dilatée, voire même ectasique? Donc, l'écho-transosovagien permet également de rechercher des thrombus en intra-auriculaire gauche, surtout les thrombus non détectés lors de la réalisation de l'écho par voie transthoracique. On a découvert, on a opéré des malades chez qui on a découvert des thrombus en intra-auriculaire gauche qui n'étaient pas mentionnés dans les comptes rendus d'écho-cœur réalisés par les cardiologues. Donc, l'écho transthoracique, elle peut passer à côté chez les malades ayant un thrombus intra-auriculaire gauche. Donc, j'ai choisi quelques images échocardiographiques. Donc, sur l'image de gauche, on a une insuffisance mitrale, vous voyez le flux du temps. Le mécanisme, c'est un prolapsus au niveau de la petite valve mitrale. Donc, vous voyez ici la rupture de cordage. On voit ici le cordage qui sont rompus au niveau de l'oreille gauche. Les explorations hémodynamiques et angiographiques, comme le cathétérisme cardiaque, donc, sont devenus non indispensables au diagnostic puisque c'est des examens invasifs, douloureux, et les résultats ou les données autrefois obtenues par ces examens sont actuellement obtenus par la réalisation de l'écho-cœur. Donc, mais garde une indication dans les formes avec discordance anatomoclinique. La choro préopératoire, il faut la faire chez les malades âgés de plus de 40 ans, chez les femmes ménopausées, chez les malades qui présentent une symptomatologie angineuse, chez les malades ayant des facteurs de risque cardiovasculaire et les malades qui présentent des troubles de la cinétique segmentaire ou globale du VG, afin de détecter des lésions coronaires associées qui peuvent justifier un geste concomitant, c'est-à-dire une réparation valvulaire ou remplacement valvulaire mitral associer un geste de revascularisation coronaire par un pontage coronaire. La ventriculotomie, la ventriculographie isotopique, donc c'est un examen paraclinique demandé pour apprécier la fonction de VG et mesurer la fraction d'éjection isotopique. Donc, vous voyez ici le cathétérisme. Donc, vous voyez un cathé. Donc, avec injection du produit de Contrax en intravégé, on voit l'opacification de cet objet ectasique. Et sur cette image de droite, c'est les ventriculographies isotopiques. Donc, quels sont les signes, les critères de gravité d'une insuffisance mitrale? Donc, il faut les rechercher cliniquement. Donc, chez les malades ayant un syndrome Hazer positif, c'est-à-dire lorsqu'on c'est lié à une dilatation du ventricule gauche. Donc, lorsqu'on met le pouce au niveau de la région xiphoïdienne, donc c'est le syndrome Hazer positif. Et c'est les autres signaux auscultatoires, la présence d'un bruit de galop protodiastolique, un roulement protodiastolique des perdibiles lié à la présence d'un létissement mitral fonctionnel, éclat de B2 au foyer pulmonaire qui est témoin de la présence d'une HTAP, et si on a un souffle de Carvalho positif, c'est-à-dire un souffle systolique de l'insuffisance cuspidienne. Et chez les malades atteints de signes de décompensation cardiaque, soit gauche ou droite ou globale. Donc, quelles sont les différentes formes cliniques? On a plusieurs formes cliniques. Donc, l'IM modéré, donc c'est une pathologie qui reste longtemps asymptomatique en absence de complications. Donc, ces malades nécessitent un suivi régulier, clinique et échocardiographique avec la prophylaxie anti-ostérienne lors des gestes invasifs afin d'éviter l'aggravation de cette IM modérée. Deuxième tableau est celui de l'IM aigu par rupture de cordage, appelé syndrome de rupture, caractérisé par un ubus bruyant et dramatique avec OAP, poussée d'insuffisance cardiaque, douleur thoracique, un bruit de galop présystolique. Troisième tableau, ce sont le tableau d'IM post-endocarditique.
Donc, on a un double tableau, un tableau septique et un tableau hémodynamique. Pour le syndrome septique, on a un syndrome septicémique associé à des signes de défaillance cardiaque gauche ou globale. Donc, découverte d'une souffle d'IM, modification des caractères d'un souffle systolique d'IM préexistant, mais dans un contexte fébrile. Le diagnostic, comme vous le savez, repose sur plusieurs éléments, sur l'interrogatoire, l'apport d'entrée, les examens bactériologiques et par des hémocultures et l'échotransthoracque, puisque le diagnostic de l'endocardite infectieuse, elle est difficile. Donc, il repose sur les critères de Duke modifiés. L'IM post-infarctus, caractérisé par état de choc cardiogénique avec OAP, douleur thoracique intense, avec un taux de mortalité élevé. Donc, on a 2 patients sur 3 qui décèdent après 24 heures. Dernier tableau sur les malades qui présentent la mort subite. Pour le diagnostic différentiel, il faut éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation sonore ou acoustique d'un insuffisance mitrale, c'est-à-dire un souffle systolique comme le létissement aortique. Mais le souffle systolique de létissement aortique, il est observé, il est ausculté au niveau du deuxième espace intercostal droit et les rues rapeux. Deuxième tableau, c'est les malades atteints de cardiomyopathie obstructive. Donc c'est une cardiopathie familiale. Donc on a une HVG sans vis valvulaire et avec profil tensionnel correct. L'insuffisance tricuspidienne, c'est un souffle systolique perçu au niveau de la région xiphoïdienne secondaire à la dilatation de l'anneau tricuspidien ou le- 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 la CIV qui est une cardiopathie congénitale caractérisée par la présence d'un ou plusieurs trous au niveau du septum interventriculaire. Pour l'évolution et les complications, l'évolution dépend de plusieurs paramètres du volume régurgité, mini, modéré ou sévère, mécanisme de la fuite, rapidité de constitution de l'IM, l'état du myocarde, la présence de lésions associées, surtout coronariennes. Donc, dans l'IM aigu, le tableau est rapidement dramatique et mal toléré par l'OAP, et ces malades nécessitent souvent une prise en charge chirurgicale immédiate. L'IM chronique, c'est une pathologie qui reste longtemps bien tolérée, mais en absence de traitement, elle évolue vers les complications qu'on va les voir. D'abord, l'endocardite infectieuse. Les patients porteurs de cette valvulopathie sont des patients qui peuvent développer l'endocardite infectieuse, surtout lors des soins dentaires ou des gestes invasifs non couverts par une antibiothérapie adaptée. La CFA favorisée par la dilatation de l'OG. Comme vous savez, la CFA favorise la stase et la formation des thrombus en intra-auriculaire gauche. Et ces thrombus vont migrer ailleurs, au niveau du cerveau, donnant des tableaux d'AVC, au niveau des artères mésentériques, donnant des tableaux d'ischémie ou d'infarctus mésentérique, et voire même au niveau des membres inférieurs, donnant des tableaux d'ischémie des membres. Les troubles de rythme, ça, les extrasystoles ventriculaires, des tachycardies ventriculaires, secondaires à la dilatation ventriculaire droite. Les complications thromboemboliques, soit on a des thrombus au niveau intra-artériel ou au niveau ventriculaire gauche. Donc, surtout après un IDM, donc on a des zones akinétiques. Ces zones akinétiques favorisent la formation de ces thrombus collés au niveau de ces zones immobiles. Et l'incidence cardiaque, soit gauche ou globale. On arrive au traitement. Donc, quels sont les objectifs? Donc, il faut restaurer l'étanchéité de l'appareil valvulaire mitral. Il faut toujours préserver à la fois la fonction OG et VG et éviter les complications suscitées. Donc, quels sont les moyens pour le traitement médical? Donc, il faut toujours traiter une poussée DVG par un régime DSOD. Il faut donner les digitaliques. Il faut dépléter ces malades et donner les vasodilatateurs par généralement des EEC. Il faut toujours faire une prophylaxie anti-oscillérienne pour éviter la fixation des germes au niveau du valve mitral malade. La prévention des complications thromboemboliques, ces malades, on les met toujours sous traitement anticoagulant et antiarythmique. Traitement des troubles de rythme à l'étage atrial par les antiarythmiques, soit les bêta-bloquants, la digoxine ou la cordarone. Pour le traitement chirurgical, donc on a plusieurs techniques.
soit la chirurgie conservatrice, c'est-à-dire une chirurgie réparatrice. Donc, le premier ou le pionnier de cette chirurgie réparatrice, c'est Monsieur Carpentier, donc, qui a développé les techniques de reconstitution de la valve mitrale. Donc, il répare n'importe quelle vis valvulaire en fonction du mécanisme. Si on a une perforation, donc il va combler cette perte de substance par un patch pédicardique autologue. Si on a des cordages rompus, il utilise des néocordages. Si on a un pilier rompu partiellement, totalement, donc il fait la réimplantation du pilier. Si on a un anneau dilaté, il implante un anneau prothétique. Ou un chirurgie radicale, c'est-à-dire on fait un remplacement valvulaire métal. C'est dans les formes en cas d'échec de réparation valvulaire métrale ou dans les cas où on a des lésions importantes au niveau de cette dernière. Donc le remplacement peut se faire par des prothèses mécaniques ou des prothèses biologiques. L'inconvénient des prothèses mécaniques, c'est de mettre ces malades sous traitement anticoagulant à vie. Donc, elles nécessitent un suivi régulier de l'INR. Donc, pour par contre, en revanche, les bioprothèses ne nécessitent pas l'administration à ces malades du traitement anticoagulant au moins les 3 premiers mois, d'accord? Mais c'est des malades qui nécessitent une réintervention après plusieurs années, vu la dégénérescence de ces bioprothèses. Mais le choix dépend de plusieurs paramètres. D'abord, le choix du malade. Est-ce qu'il est porteur d'une affection psychiatrique? Dans ce cas-là, il faut placer une bioprothèse. Est-ce qu'on est devant une malade de patiente jeune désireuse de grossesse pour éviter les complications de l'hémorragie du postpartum? Donc, il faut mettre une bioprothèse. Chez les malades atteints de rectocolite hémorragique ou les hémorragies digestives ou un ulcère gastrique qui saigne, donc il faut implanter une bioprothèse afin d'éviter le syndrome ou les antivitamines K. La chirurgie conservatrice, c'est les plasties mitrales, c'est la réparation en fonction du mécanisme. Il y a des malades ou tranches de patients, surtout les patients âgés qui ne sont pas éligibles à une chirurgie mitrale ou chirurgie à cœur ouvert. Donc, il y a eu le développement de MitraClip, donc ce qui permet, sous anesthésie locale, de faire une fixation entre la grande et la petite valve mitrale pour éviter une intervention à cœur ouvert chez ces malades fragiles qui ne peuvent pas supporter une chirurgie à cœur ouvert. Vous voyez dans cette image, on voit l'image préopératoire. Donc on voit l'anneau qui a été placé pour réduire la dilatation de l'anneau mitral. On voit ici la résection du segment prolabé avec suture bord à bord. Et on voit ici la bonne coaptation entre la grande et la petite valve mitrale. Donc, vous voyez dans cette diapositive les substituts utilisés, soit mécaniques, ça c'est des prothèses à double lettre. Donc, il nécessite un traitement anticoagulant par les antivitamines K à vie, avec un suivi régulier. Sur l'image de droite, c'est les bioprothèses. Donc, les malades nécessitent uniquement l'administration d'un traitement anticoagulant pendant 3 mois, le délai nécessaire pour l'endothelialisation de ces bioprothèses. Mais ils ont un risque le malade, il a besoin d'une réintervention après plusieurs années, vu la dégénérescence des bioprothèses. On passe aux indications. Donc, la chirurgie mitrale elle est indiquée pour les patients très symptomatiques, c'est-à-dire que sur le plan fonctionnel, ils ont une dyspnée stade 3 ou 4 de l'ANIA. Même si même si les symptômes sont transitoires, bien maîtrisés par le traitement médical. Donc, la chirurgie peut être proposée également pour les patients peu asymptomatiques, mais ayant des signes de dysfonction VG avec FE inférieur à 60. Les malades en ACFA, les malades ayant une cardiomygalie avec un index cardiothoracique à 0,60, les malades en forte HCAP avec PAPS dépassant 50 mm de mercure, et les malades ayant des OG dilatés avec une surface qui dépasse 24 cm². Pour les résultats de la chirurgie mitrale, la mortalité opératoire dépend de plusieurs paramètres, l'âge, les comorbidités associées, la fonction ventriculaire.
Donc, elle varie entre 1 et 5% d'écart. Pour les résultats à long terme sont excellents, mais dépendent de plusieurs étiologies. Elles sont appréciées sur la survie et le taux de réopération. La chirurgie réparatrice, c'est le traitement de choix actuellement. Elle a d'excellents résultats à long terme, surtout si elle est réalisée précocement, sauf dans les IM d'origine rhumatismale, où le taux de réintervention en moyen long terme est important par rapport aux autres étiologies. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Pour la conclusion, le traitement de l'insuffisance mitrale connu actuellement un élargissement des indications de la chirurgie conservatrice, donc ce qui permet un traitement adapté à l'étiologie, de réduire la morbimortalité opératoire et de proposer un traitement chirurgical précoce. Et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, professeur, pour cette présentation remarquable, à la fois riche sur le plan scientifique et d'une grande valeur pédagogique. Nous allons à présent ouvrir la session des questions-réponses. Alors, pour intervenir, nous vous invitons à lever la main. Une fois la parole accordée, merci de vous présenter brièvement avant de formuler votre question ou votre remarque afin que nous puissions mieux vous connaître. Et n'oubliez pas de baisser la main à la fin de votre intervention dans le but de préserver la fluidité et le bon déroulement de cette phase. Alors, nous avons une main levée. Nous allons passer la parole à Monsieur Daoudi. Monsieur Elaf Daoudi, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce webinaire. Moi, je voudrais poser une question au professeur Lekhel et merci encore pour la présentation, pour cette pertinente présentation concernant l'insuffisance mitrale. Moi, je suis réanimateur, j'exerce dans un service de réanimation médicale et aussi soins intensifs qui sont rattachés aux urgences médicales au CHU. Je voudrais poser une question par rapport aux indications de l'ECMO au cours de l'insuffisance mitrale aiguë. La question, à partir de quel stade de défaillance hémodynamique, notamment en échec des inotropes, on peut envisager l'implémentation d'une ECMO véno-artérielle. Merci. Merci pour votre question, docteur. Alors, professeur Reda, je ne sais pas si vous voulez que nous prenions un lot de questions ou on peut répondre en même temps. Merci, docteur Khlef, pour votre pertinente question. Donc, l'ICMO, elle est implantée après l'échec, comme vous avez dit, après l'échec ou la non-réponse du malade à l'administration du drogue, d'accord? En attendant la prise en charge, le seul moyen thérapeutique de ces insuffisances mitrales, c'est la prise en charge chirurgicale immédiate, d'accord? D'accord. Docteur Daoudi, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Merci pour la réponse. D'accord. Merci également pour votre intervention. Nous allons passer la parole à Monsieur Alexis. Bonjour, comment vous allez? Présentateur pour sa brillante présentation. Moi, c'est Alexis Kakwa Sodé. Je suis infirmier hygiéniste et je vous parle depuis le Bénin. J'aimerais demander, concernant dans la présentation, le médecin a parlé de extrasystole ventriculaire, de troubles ventriculaires. J'aimerais demander, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le traitement qu'on peut, ou bien quel médicament qu'on peut donner à ce patient si on constate ça lors de la réalisation de l'ECG? Merci.
D'accord, merci pour votre question. J'ai pas Professeur de... Eta, ok, Monsieur Alexis, je ne sais pas si vous pouvez reprendre la question. Je demande, dans la présentation, vous avez parlé de extracesseur ventriculaire et trouble ventriculaire. Que si, lors de réalisation de l'ECG, si on constate ça, on voit que le patient a un trouble ventriculaire, qu'est-ce qu'on peut, ou bien extracesseur ventriculaire, quelle est la prise en charge de ça? D'accord. La Professeur prise Eta, en, pour la prise en charge médicale des malades atteints d'une insuffisance mitrale en décompensation cardiaque, donc c'est le traitement définitif. Il faut dépléter ces malades par l'administration des diurétiques, soit en dose de forte dose, soit des comprimés, ou l'azélix en pousseringue électrique, avec administration des médicaments inotropositifs comme Dobitrex, d'accord? Mais tout, avec, tout en pas- tout en programmant l'intervention chirurgicale le plus tôt possible. Ça, c'est dans l'IM chronique, décompensé. Dans l'IM aigu, généralement, le tableau il est dramatique. Donc, généralement, c'est des malades qui ne répondent pas au traitement médical. Donc, c'est l'intervention du corps où les différentes cavités cardiaques ne sont pas préparées pour recevoir cette surcharge brutale en volume. D'accord? Donc, c'est l'OAP. d'accord. Monsieur Alexis, je ne sais pas si vous avez eu satisfaction. Monsieur Alexis, bon, je crois que J'écoute. oui, j'espère que vous avez eu satisfaction suite à la réponse du professeur. Bon, pas trop, mais ce que je demande la prise en charge des troubles de rythme cardiaque. La prise en charge du trouble de rythme cardiaque. Oui. La prise en charge des troubles de rythme, généralement dans l'IM, qui se voit dans les IM chroniques. Donc, soit on fait l'administration de traitements, les malades atteints de troubles de rythme, donc il faut les attaquer par deux voies. Le premier, c'est de mettre les malades sous traitement anticoagulant, puisque la dilatation de l'OG, elle favorise la formation des thrombus. Donc, raison pour laquelle il faut les mettre, ces malades sous traitement anticoagulant à base de Centran associé à l'administration toujours d'un antiarythmique. Donc, en fonction du malade ou ses comorbidités, on peut donner la digoxine, on peut donner les bêta-bloquants, la cordarone, etc. Donc, ça, c'est pour le traitement médical des troubles de rythme. Il y a un autre volet de la prise en charge de ces troubles de rythme, c'est en opératoire. Il y a actuellement des techniques qu'on peut faire le traitement concomitant de la fuite mitrale avec les troubles de rythme. Donc, l'ablation de ces troubles de rythme elle peut se faire au bloc opératoire. D'accord. Merci infiniment pour pour vos éclaircissements, professeur. Monsieur Alexis, j'espère que vous avez eu satisfaction. Oui, merci pour votre. D'accord. Merci pour votre intervention également. Euh, nous allons prendre quelques questions dans la discussion. Nous avons Madame Naïda qui voudrait savoir qu'est-ce que vous mettez dans la prophylaxie anti-oslérienne et quels sont les mécanismes prophylactiques que nous avons. Généralement, la prophylaxie anti-holstérienne, donc, elle se fait par l'administration des antibiotiques. Par exemple, si je suis atteint d'une fuite mitrale grade 2, donc j'ai des caries dentaires. Donc, avant de faire mes soins dentaires, donc le médecin dentiste, je dois prendre 3 milligrammes d'amoxicilline 2 heures avant mes soins dentaires, d'accord? Pour éviter le passage ou pour faire la destruction des bactéries qui peuvent se déplacer de ma cavité buccale vers ma valve mitrale qui est déformée ou malade, d'accord? Puisque les malades atteints d'une insuffisance mitrale modérée, donc on a une déformation au niveau de la valve mitrale. Donc les germes peuvent se fixer facilement au niveau du tissu valvulaire malade et donner le tableau d'endocardite infectieuse.
D'accord. Merci. Les mécanismes, c'est l'administration des antibiotiques. D'accord? Il faut administrer les antibiotiques, il faut faire la couverture pour détruire les germes et éviter leur fixation au niveau de la valve malade, de la valve mitrale malade. D'accord, professeur. Et j'espère que Madame Naïda a eu satisfaction. Ensuite, nous avons Dr Lawani qui vous remercie pour votre présentation en premier lieu et voudrait savoir la place de l'IRM cardiaque dans l'évaluation de la FEVG en cas de mauvaise échogénicité. Donc, les indications de l'IRM cardiaque sont très limitées, comme il a dit, donc ça reste limité pour les malades anéchogènes chez qui le cardiologue ne peut pas déterminer ou faire poser le diagnostic à temps de l'IM ou faire apprécier la fonction systolique du VG. D'accord, professeur. Mais Et actuellement, l'écho-cœur entre des mains entraînées, c'est l'examen clé pour confirmer le diagnostic de la fuite mitrale. d'accord, professeur. Et il voudrait également savoir la place des ADO dans la prise en charge des ACFA pour la prévention des cardiopathies emboliques. Oui, les antivitamines K ont une place primordiale chez les malades atteints d'ACFA. Pourquoi? Pour faire la prévention la formation de ces thrombus. Surtout, on a un oreille gauche qui est dilatée avec une ACFA qui favorise la stase sanguine. Donc, il y aura toujours la formation de ces thrombus qui peuvent donner des tableaux d'AVC. Donc, il faut toujours D'accord. mettre les malades en ACFA sous traitement à la fois anticoagulant et anti-arythmique pour faire baisser l'incidence. Il n'y aura jamais l'annulation. D'accord. Merci pour la précision, professeur. Nous allons passer la parole à monsieur ou madame Naïda. Monsieur Naïda, vous avez la parole. Vous avez levé la main, monsieur ou madame Mordo Oumar Naïda. Merci, Madame Grâce, pour la parole accordée. J'interviens très souvent, mais vous dites Madame, c'est Monsieur, s'il vous plaît. Merci D'accord. également, professeur, pour la brillante présentation. Nous avons énormément appris. Nous voudrions intervenir pour demander chez un patient. Vous me recevez? Oui, Oui, très bien. oui, oui, monsieur, vous pouvez continuer. Monsieur Oumar? Oui, oui, vous me recevez? Oui, Oui, très oui, bien. monsieur Armand. D'accord, merci. Alors, je disais que chez un patient qui fait une insuffisance mitrale, qui est asymptomatique, avec une fraction d'éjection qui est conservée. C'est-à-dire dans la physiopathologie, vous avez évoqué qu'on parle d'une insuffisance mitrale minime lorsque le volume régurgité est compris entre 10 et 20 millilitres. Alors, ma question est de savoir, est-ce que existe-t-il des critères qui permettent de poser l'indication d'une intervention chirurgicale de manière précoce chez ce type de patients? Merci. Oui, on a déjà parlé de ça dans le chapitre l'indication. Si le malade il est symptomatique, c'est-à-dire s'il est dyspnéique, soit à l'effort ou au repos, donc l'indication chirurgicale, elle est formelle. Pour les malades asymptomatiques ou peu symptomatiques, on a des critères, on a parlé de ça. Premier critère, c'est l'index cardio-thoracique, le volume du ventricule gauche, la fraction d'éjection lorsqu'elle est inférieure à 60, l'augmentation des pressions kyrénées au niveau de la circulation pulmonaire qui dépasse 50 et la surface de l'oreille gauche lorsqu'elle dépasse 24 cm². Donc, le premier critère, c'est les symptômes. Un patient symptomatique, c'est-à-dire dyspnéique, donc il faut intervenir. D'accord? Pour les patients peu ou asymptomatiques, il y a des paramètres échocardiographiques. On a déjà parlé de ça dans les indications. D'accord. Monsieur Oumar, j'espère que vous avez eu satisfaction. Merci, professeur, pour les questions, pour les réponses. Merci bien. Merci à vous également. Merci, professeur, pour ces éclaircissements. Nous allons à présent passer la parole à monsieur Fanami Mahaman.
Bonjour, Madame la modératrice. Bonjour, monsieur. Vous avez la parole. Merci de m'avoir accordé la parole et je remercie sincèrement le professeur pour sa brillante présentation. On a appris beaucoup avec lui. Et à présent, je vais savoir chez un patient qui souffre d'une insuffisance mitrale, et est-ce qu'il y a des modalités pratiques pour la prévention osslérienne que le professeur nous avait fait savoir dans euh, la partie traitement? Donc, le tableau clinique, on a vu qu'on peut avoir des insuffisances mitrales d'origine infectieuse et le tableau clinique peut nous orienter, mais dans la partie indication, le prof a donné seulement l'indication par rapport à la chirurgie. Donc, sur le plan thérapeutique anti-infectieux, on veut savoir quand est-ce qu'on peut démarrer la prévention osslérienne chez un patient qui souffre d'une insuffisance mitrale. Merci. Merci pour Donc, votre... la prophylaxie anti-cancérienne est indiquée pour tous les patients, soit au risque ou à risque moyen de développer une endocardite infectieuse, d'accord? Soit il y a des endocardites infectieuses qui peuvent survenir chez un malade sur un cœur sain, d'accord? Donc, il faut toujours faire cette prophylaxie pour éviter l'installation de ces insuffisances mitrales d'origine infectieuse. D'accord, professeur. Monsieur Fanami? Même si je ne suis pas porteur d'une prothèse mitrale ou si j'ai une insuffisance mitrale, je dois, même modérée, je dois faire de la prophylaxie anti-ostérienne. Ok. Merci pour votre réponse, professeur. Monsieur Mahaman, j'espère que vous avez eu votre réponse. Oui, 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 merci. D'accord. Alors, professeur, dans la discussion, nous avons Monsieur Djouabi qui voudrait savoir chez un patient atteint d'un cancer actif présentant une insuffisance mitrale sévère, comment envisagez-vous le timing d'une non-réparation mitrale, notamment lorsque la poursuite de traitement oncologique est prioritaire? Donc, chez ces malades cancéreux, donc, c'est la décision d'un staff. Donc, il faut présenter ces malades atteints de cancer dans un staff médico-chirurgical. C'est le staff constitué de réanimateurs, de chirurgiens cardiaques et de cardiologues et voir l'état du malade. Il y a des malades, on a opéré des malades cancéreux et peuvent subir une CEC, faire une réparation, remplacement. Mais il y a des malades atteints de cancer chez qui est un stade avancé. On ne peut pas les opérer, d'accord? Donc c'est au cas par cas. Donc la décision, elle sera prise après la discussion du cas du malade dans un staff médico-chirurgical constitué de chirurgiens, cardiologues et réanimateurs et oncologues. D'accord, professeur. Merci Il y a pour... des malades qui ne peuvent pas subir une intervention ou c'est des malades fragiles. Il faut faire la mise en place d'un mitraclip. Mais la mise en place d'un mitraclip assez critères. Normalement, on doit être fait dans un centre de référence par des experts. D'accord? C'est pas n'importe quel cardiologue qui peut réaliser implanter un métaclip. Donc les métaclips doivent être placés dans des centres de référence par des mains expertes, d'accord? Chez des malades éligibles à un traitement chirurgical. D'accord, professeur. Merci vraiment pour cet éclaircissement. Nous allons passer la parole à Monsieur Alexis. Ok, merci beaucoup de m'avoir redonné la parole. J'aimerais demander au professeur si un patient qui souffre d'insuffisance mitrale est-ce qu'il peut avoir des torsades, ça peut se compliquer dans torsade de pointe ou dans bloc atrioventriculaire. Si oui, quelle est la prise en charge de ça? Donc l'insuffisance mitrale, surtout chronique, elle peut se compliquer de n'importe quel type de trouble de rythme ventriculaire, surtout dans les IM d'origine ischémique, d'accord? Pour les IM compliqués de BAV, généralement, c'est les causes infectieuses.
D'accord? Un abcès au niveau de l'anneau, surtout au niveau de la commissure postérieure, là où passe le faisceau de His. Donc, la présence d'un abcès, elle peut détruire le faisceau de His, donc elle peut s'associer à un trouble de conduction. Pour la D'accord. prise en charge, les torsades de pointe, c'est les antiarythmiques. Et pour le BAV, si le BAV il est d'origine inflammatoire, c'est pas, le traitement se fait par les anti-inflammatoires. Si on a un BAV avec destruction du faisceau du His, donc le seul traitement thérapeutique, c'est l'implantation d'un pacemaker. D'accord, professeur. Monsieur Alexis, vous avez eu satisfaction? Oui, oui. Merci beaucoup pour ça. Je tiens à vous réitérer mes remerciements, professeur, pour tous les éclaircissements que vous nous apportez tout au long de cette phase. Dans la discussion, nous avons docteur Samuel, qui est médecin traitant au Congo, qui vous remercie d'abord pour votre présentation et vos enseignements. Et il a deux questions. Sa première, en cas d'insuffisance mitrale d'origine infectieuse, que faire? Et sa Donc, en cas de, Oui, en cas d'insuffisance mitrale d'origine infectieuse, quelle serait la conduite à tenir? dans l'insuffisance mitrale d'origine ischémique, on voit le tableau. Si le tableau il est dramatique, donc dans ce cas-là, il faut opérer le malade en urgence. Et après, on entame, après l'intervention chirurgicale, une antibiothérapie d'abord probabiliste, puis elle sera adaptée en fonction de la porte d'entrée et les résultats d'hémoculture ou les résultats de l'étude bactériologique de tissus prélevés en opératoire. D'accord? Il y a des malades atteints d'une insuffisance mitrale d'origine infectieuse, mais qui sont stables sur le plan hémodynamique. Dans ce cas-là, on préfère d'entamer d'abord l'antibiothérapie, d'abord pour stabiliser la valve mitrale. Donc, le chirurgien toujours préfère d'implanter ou de faire des réparations sur des tissus solides, fibrosés. Donc, afin d'éviter, en cas d'implantation d'une prothèse mécanique ou biologique, de la faire implanter dans un tissu infectieux. Et dans ce cas-là, il y a un risque très important d'avoir des endocardites infectieuses sur prothèse mécanique ou biologique ou de faire une réparation valvulaire mitrale sur un tissu fragile. Donc, il y aura le risque de la charge des sutures. D'accord? Donc, dans les IM d'origine infectieuse, toujours on voit le tableau. C'est dramatique. C'est la chirurgie. Après, on entame l'antibiothérapie. Si le malade il est stable sur le plan hémodynamique, il faut faire hospitalisation dans un service de cardiologie, entamer une antibiothérapie d'abord probabiliste, puis adaptée en fonction des résultats des études bactériologiques. Puis après, on propose le malade pour le traitement chirurgical sur des lésions stérilisées. D'accord? Dans les conditions, pour la seconde question, c'est ou la non-disponibilité du traitement chirurgical. Généralement, si le malade peut supporter sa fuite mitrale causée par l'agent infectieux, donc ça passe c'est l'IM, ça rentre dans le tableau des insuffisances mitrales chroniques. Dans le cas où le malade développe un OAP en absence de traitement chirurgical, c'est la mort imminente de ces malades. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse, professeur. Nous avons Monsieur Amour qui vous remercie également pour votre présentation et voudrait savoir quelles sont les dispositions qui sont prises dans la prévention de cette maladie dans les milieux périphériques. Généralement, en Afrique, il faut puisque la première étiologie de cette valvulopathie, ce sont c'est de faire la prévention de rhumatisme articulaire aigu, comme ici en Algérie. Donc, l'Algérie a développé un programme national de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu qui a permis de réduire de façon notable l'incidence du rhumatisme articulaire aigu dans notre pays, donc en périphérie. Donc, en Afrique, il faut instaurer ce programme de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu, puisqu'on a dit dans l'épidémiologie de cette affection, la cause principale de cette valvulopathie, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Donc, il faut faire la prévention primaire et secondaire de rhumatisme articulaire aigu.
D'accord. Merci infiniment, professeur, pour tous ces éléments de réponse, tous ces éclaircissements que vous nous avez apportés. Nous n'avons plus de questions en instance ni de mains levées. Alors, j'en profite pour vous rappeler que REMA propose formations certifiantes dans plusieurs domaines de la santé, à savoir la santé numérique, le supply chain management des produits de santé, la santé, le suivi et évaluation des programmes de santé, la santé communautaire, la santé publique, la nutrition diététique, la santé sexuelle et reproductive, l'expertise en genre et inclusion, l'épidémiologie, la gestion des projets et programmes de santé, la sexologie, la dictologie, la gestion d'officines de pharmacie, notre MOOC sur l'épidémie MPOS. Nous avons également un MOOC sur la gestion des aspects non cliniques de la prise en charge de l'avortement sécurisé au Bénin. Alors, il vous suffira de cliquer sur le lien qui vient d'être partagé dans la discussion et je vous invite à vous inscrire si l'une de ces formations vous intéresse. Je tiens à notifier que nos MOOC sont gratuits. Donc, il suffira de cliquer sur le lien et de vous inscrire sur la formation. Vous disposerez d'une formation 100% en ligne, accessible 24 heures sur 24, un apprentissage flexible à votre rythme où que vous soyez et une certification reconnue à l'international. Et pour toute information complémentaire, REMA reste disponible au plus de 129 01 96 50 81 30. Plus de 129 01 96 50 81 30. Merci pour votre attention. Alors, je vais poursuivre avec la procédure d'obtention de votre attestation de participation. Il vous suffira de vous connecter à la plateforme REMA Learning, Learning comme apprentissage en anglais. Et une fois connecté, vous allez renseigner dans la barre de recherche la thématique du jour qui est insuffisance mitrale et vous aurez alors accès à l'enregistrement du webinaire, au support de cours téléchargeables ainsi qu'au questionnaire d'évaluation. Votre attestation vous sera délivrée sous réserve d'un score minimum de 60% de bonnes réponses au questionnaire et dès que cette condition sera remplie, vous pourrez télécharger directement votre attestation depuis la plateforme. Et je réitère que pour toute difficulté ou besoin, l'équipe REMA reste disponible au plus de 129 01 96 50 81 30. Professeur, permettez-moi de vous réitérer toute ma profonde gratitude pour la qualité de votre intervention, la richesse de vos éclairages et la clarté pédagogique dont vous avez fait preuve tout au long de ce webinaire. Avant de conclure, professeur, quel serait, selon vous, le message essentiel à retenir de nos échanges de ce matin? Donc, je vous remercie énormément de m'avoir donné cette opportunité de présenter cette valvulopathie. Donc, le message donc, à partager avec vous. Donc, il faut toujours lutter contre le rhumatisme articulaire aigu, puis c'est la première cause des valvulopathies, soit en Algérie ou en Afrique, d'accord? Donc, il faut traiter de façon énergétique cette pathologie, donc qui est responsable des valvulopathies en Afrique, d'accord? Donc, ça, c'est le premier message à vous envoyer. Donc, il faut bien connaître la présentation clinique des différentes valvulopathies, pas uniquement la valvulopathie mitrale, mais également aortique et técuspidienne. D'accord? Il faut savoir également que l'écho-cœur est devenu actuellement l'examen clé pour confirmer le diagnostic de n'importe quelle valvulopathie, que ce soit mitrale, aortique et técuspidienne. Et enfin, il faut connaître que la chirurgie a fait des grands pas dans la prise en charge de ces valvulopathies, que ce soit la chirurgie réparatrice ou la chirurgie des remplacements valvulaires
des chirurgies des remplacements valvulaires. Et je vous remercie énormément pour une deuxième fois pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour faire ces éclaircissements et ces partages de connaissances. Merci infiniment, professeur, pour ces mots et pour ce moment de partage. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des participants, des collègues pour leur attention soutenue, leur engagement et la pertinence de leur contribution. Et à chacun et à chacune d'entre vous, je vous souhaite une excellente continuation dans vos activités professionnelles et ce fut un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le samedi 22 août à 9h GMT pour aborder la colique néphrétique aiguë lithiasique. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Alexis. Ravi.